C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, Félix Tshisekedi face au Parlement. Le président congolais a défendu devant les députés sa volonté de réformer la Constitution. Un discours sur l'état de la nation dans un contexte politique tendu. Nous serons à Kinshasa dans ce journal. Les bombardements se sont intensifiés au Soudan, la périphérie de Khartoum, la capitale a été ciblée. Le reste du pays n'est pas épargné par cette guerre entre l'armée régulière du général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide. Nous ferons le point dans un instant. Et puis à la fin de ce journal, nous allons nous intéresser à la filière des arachides au Sénégal. Mi-novembre, le ministère de l'Agriculture a suspendu son exportation. Objectif, développer la transformation de ce produit et exporter des produits finis. Reportage à Dakar à suivre. Le grand oral de Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, a fait son discours sur l'état de la nation, un discours qui intervient dans un contexte de tension autour de la réforme de la Constitution. Les précisions à Kinshasa de notre correspondante Aurélie Bazara-Kibangula. L'adresse sur l'état de la nation a duré un peu moins de 2 heures. Alors Félix Tshisekedi a choisi de commencer son discours par les questions économiques. Car lors de la campagne électorale, le président l'avait dit, améliorer le pouvoir d'achat des Congolais, c'est l'une des priorités du quinquennat. Le prix de l'essence, la stabilisation du taux de change ou encore le plafonnement des prix des denrées de première nécessité. Il a listé les progrès réalisés. Autre sujet abordé par le chef de l'État, la réforme de la Constitution. C'est le sujet qui anime la vie politique congolaise. Alors que les débats sont plutôt très polarisés, le président semble avoir joué la carte de l'apaisement. Il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle afin d'éliminer les failles qui ralentissent le fonctionnement de notre appareil étatique. Cette démarche consiste uniquement à lancer une initiative visant à inviter nos compatriotes à une réflexion sincère pour bâtir un cadre institutionnel plus adapté aux réalités et aux aspirations de notre peuple. Le chef de l'État a aussi évoqué brièvement la situation sécuritaire dans l'est du pays. Alors si Félix Tshisekedi a de nouveau dénoncé, je cite, une guerre d'agression menée par le Rwanda, son discours était beaucoup moins virulent que lors de la campagne électorale. Il faut dire que cette adresse intervient à quelques jours d'un sommet prévu à Luanda par le médiateur angolais. Un sommet qui devrait rassembler le président Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame. Un discours qui intervient alors qu'Amnesty International sort un nouveau rapport. L'ONG y pointe du doigt des hauts responsables des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce rapport parle de possibles crimes contre l'humanité lors du massacre d'au moins 56 fidèles d'une secte mystico-religieuse à Goma le 30 août 2023. Nos équipes à Nairobi, au Kenya, ont pu interroger l'auteur de ce rapport. Écoutez. Les conclusions auxquelles nous sommes arrivés au bout de plus d'une année d'enquête, c'est que le massacre du 30 août 2023 à Goma par l'armée congolaise n'a pas été une bévue comme les autorités l'ont présenté. C'était le résultat d'une opération minutieusement préparée qui a été malheureusement demandée ou qui a fait suite en tout cas à une demande explicite de la part de la MONUSCO pour que les autorités puissent empêcher la manifestation de se tenir. L'autre résultat, c'est que le bilan semble avoir été beaucoup plus élevé que le bilan officiel qui a évolué au fil du temps et qui s'est arrêté à 56. Nous avons trouvé un rapport confidentiel des Nations Unies qui porte ce bilan à plus de 102 personnes tuées. Et un autre élément, c'est que nous avons pu identifier 3 officiers qui ont été impliqués individuellement dans la préparation et la commission de ce massacre. Et il s'agit du gouverneur de l'époque, le général Constant Ndima, qui a été depuis lors suspendu comme gouverneur, mais qui est toujours membre de l'armée et qui n'a jamais fait l'objet de poursuites. Il s'agit également du colonel Maïmi Kombi, qui était à l'époque le commandant de la garde républicaine. Et enfin, un commandant des forces spéciales, dont le nom est le major Peter Kabouy.
C'est important que ces 3 hommes puissent être présentés devant la justice et jugés parce que c'est l'une des manières de permettre à ce que les victimes retrouvent une sorte de paix avec elles-mêmes, mais également pour que toute la vérité soit connue et enfin pour dissuader la perpétuation de tels crimes qui sont malheureusement récurrents de la part aussi bien des groupes armés que de l'armée congolaise. Au Soudan, nous vous parlions hier de cette attaque qui a fait au moins 65 morts à Omdurman, ville voisine de la capitale Khartoum. Eh bien, cette violence ne touche pas que les abords de Khartoum. Ces derniers jours, les bombardements ont été particulièrement meurtriers. Le point sur la situation avec notre correspondant régional, Bastien Renouille. L'attaque des forces de soutien rapide sur Omdurman, qui a fait des dizaines de morts, fait suite à de nombreux bombardements commis par l'armée au cours des derniers jours, notamment sur la ville de Khartoum, mais aussi dans l'état d'El Gezira ou encore dans la région du Darfour. Au Darfour, prenons l'exemple de la ville de Kapkabiya. Jusqu'en 2023, il y avait sur place une base militaire. Mais au début de la guerre, elle a été conquise par les forces de soutien rapide. Alors l'armée a décidé de la bombarder. Mais au lieu de prendre une base militaire pour cible, ces chasseurs ont décidé de bombarder un marché, faisant plus d'une centaine de victimes chez les civils, selon des témoins présents sur place. Un petit peu plus à l'est, toujours au Darfour, El Fachir, capitale du Nord Darfour, est assiégée depuis plus de 7 mois maintenant par les forces de soutien rapide qui pilonnent très régulièrement la capitale du Nord Darfour. Eh bien, au cours des derniers jours, l'armée a également bombardé la zone, faisant là aussi des victimes et des blessés chez les civils. Et puis un petit peu plus au sud, le camp de Zamzam, qui accueille des centaines de milliers de personnes déplacées depuis El Fachir, a lui aussi été pris pour cible ce mardi par les forces de soutien rapide qui ont tiré à plusieurs reprises des obus sur le camp. Il y a au moins 9 morts, plusieurs blessés. Le camp, qui jusqu'à présent était un endroit sûr pour les déplacer, eh bien, ne l'est plus désormais. Cette décision de justice en France, la Cour d'appel de Paris a rejeté 2 procédures d'appel concernant la responsabilité de l'armée française au Rwanda lors du génocide contre les Tutsis en 1994. La plainte déposée par 3 associations et plusieurs rescapés portait sur l'abandon de civils sur les collines de Bicécéro. Les réactions et les précisions à Kigali de notre correspondant Clément Diroma. C'est une grande déception pour les survivants des collines de Bicécéro, ici au Rwanda, mais cette décision était plutôt attendue par les associations. Lors du génocide, 50 000 Tutsis avaient été massacrés à l'ouest du pays, à Bicécéro. Depuis 19 ans, des rescapés accusent l'armée française de complicité et d'inaction, puisque les militaires de l'opération turquoise avaient abandonné des survivants à leur sort en juin 1994, et ce pendant 3 jours après leur avoir promis de revenir les secourir. C'était un échec profond de la France qui avait pourtant été reconnu et documenté par une commission d'historiens en 2021, mandatée par Emmanuel Macron. C'est le fameux rapport Duclerc. Un pourvoi en cassation serait possible, selon l'avocat de plusieurs associations qui dénoncent des résistances pour mettre en jeu les responsabilités françaises. Et puis enfin, il reste une autre plainte pour prouver ces responsabilités, rejetée par le tribunal administratif de Paris le mois dernier, mais les avocats comptent là aussi faire appel. En Algérie, l'écrivain Boualem Sansal reste en prison. Le recours déposé par ses avocats a été rejeté par la Cour d'appel d'Alger. Ce mercredi, l'auteur franco-algérien a été arrêté à l'aéroport d'Alger le 16 novembre dernier en vertu de l'article 87 bis du Code pénal algérien qui réprime l'ensemble des atteintes à la sûreté de l'État. En bref, en Côte d'Ivoire, l'opposant ivoirien Charles Blé Goudé, acquitté par la justice internationale de crimes contre l'humanité, est toujours condamné dans son pays. Il a demandé mercredi au président Alassane Ouattara de l'amnistier pour qu'il puisse se présenter à la prochaine élection présidentielle en octobre 2025. Lundi, nous recevions sur notre plateau l'opposant et avocat béninois Renaud Akbodjo, membre de la coalition Les Démocrates. Il a dénoncé entre autres un point du code électoral qui fixe aux partis politiques l'obligation d'obtenir un score d'au moins 20% dans les 24 circonscriptions pour prétendre à un siège de député. Il a également critiqué les récentes arrestations, notamment celles de proches du président Patrice Talon. Aujourd'hui, le porte-parole de la présidence du Bénin, Wilfried Léandre Ougbeji, a souhaité exercer son droit de réponse sur ces 2 points. Je vous propose de l'écouter au micro de notre correspondante Emmanuel Souchi. Votre invité, il a dit que ce code exige aux partis politiques
d'avoir au moins 20% des suffrages dans toutes les circonscriptions électorales législatives afin de participer à la répartition des sièges. Le défi, il est commun. Et c'est pour ça que ce code, il faut le voir comme un test impersonnel, à caractère général, pour tout le monde. Mais pourquoi le code, il fixe ce taux de 20% à obtenir par les partis politiques dans chacune des 24 circonscriptions électorales de notre pays? Parce qu'il a pour ambition de faire advenir dans notre pays de véritables partis d'envergure nationale, de grands partis qui aspirent à nous gouverner et donc à générer aussi des leaders tout aussi nationaux. Pendant des décennies, nos partis politiques, en vérité, n'étaient que des partis, des clubs de quartiers, de villages, au mieux de communes ou de départements. Et aujourd'hui, nous avons commencé, nous l'avons éprouvé en partie, nous avons vu ce que cela a donné, que c'est possible de se regrouper pour être plus fort. Et nous voulons aller plus loin. C'est à ça que nous invitons tous les partis, qu'ils soient de la mouvance ou qu'ils soient de l'opposition. Il n'y a pas de justice à double vitesse au Bénin. Il n'y a pas de deux poids, deux mesures. Que l'on soit proche du président de la République, ou que l'on en soit éloigné, que l'on en soit opposant, ou que l'on en soit même un intime, si la justice a besoin de vous écouter parce qu'elle a clarifié des faits qui vous sont imputés ou qui vous sont reprochés, les lois vous sont appliquées de la même façon. Cette décision inédite au Sénégal, mi-novembre, le ministère de l'Agriculture a suspendu l'exportation de l'arachide. Cette filière héritée de la colonisation est pourtant l'une des principales cultures d'exportation du pays. Objectif du gouvernement, exporter des produits finis. Cette politique vise également à contrer la Chine, principale acheteuse de l'arachide sénégalaise. Reportage de notre correspondant Eliman Dao. C'est aux environs de Sandiara, à une centaine de kilomètres au sud de Dakar, que Détié amoncelle sa récolte d'arachide. L'agriculteur se réjouit du prix record de 305 francs CFA le kilo, fixé par l'État pour la commercialisation des graines. Cela représente une augmentation de près de 9% par rapport aux 280 francs CFA de l'année dernière. Cela fait des années que je ne vends plus mon arachide à l'État. Je préférais les exportateurs chinois qui payaient beaucoup plus. Le prix de cette année est vraiment intéressant. C'est la première fois depuis que je suis cultivateur qu'il est à ce niveau. J'en suis vraiment content, en attendant de voir s'il sera respecté sur le terrain. Détié et ses collègues cultivateurs se disent également satisfaits du soutien des autorités qui leur ont distribué de grandes quantités d'engrais. Mais à cause d'une pluviométrie irrégulière, les rendements de cette année, estimés au plan national à environ 700 000 tonnes, sont en deçà de ceux de 2023. Le ministère de l'Agriculture a dès lors suspendu l'exportation de l'arachide. Le ministre Mabouba Diagne veut d'abord satisfaire le marché intérieur. On a une réunion où les opérateurs se sont rencontrés et se sont dit, si le pays a besoin de 100 000 tonnes de semences, les usines ont besoin de 400 000 tonnes. Avant d'autoriser les exportations, nous allons d'abord sécuriser ces 500 000 tonnes. Nous voulons transformer 100% de notre production agricole, pas seulement l'arachide, mais toutes les spéculations. Le ministre de l'Industrie a informé que l'interdiction des exportations des matières premières pourrait concerner plusieurs autres cultures, comme l'anacarde ou encore le coton. Sans surprise, c'est au trio Espagne, Portugal, Maroc à qui la FIFA a confié l'organisation du Mondial 2030 avec 3 matchs en Amérique du Sud, en Uruguay, en Argentine et au Paraguay les 8 et 9 juin 2030. L'Arabie Saoudite s'est vue confier l'organisation du Mondial 2034, une attribution malgré les vives critiques en raison des questions sur l'environnement et les droits humains. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Tout de suite, l'actu 360 avec Anthony Saint-Léger.